Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, le collectif Yonanza manifestait devant la préfecture. Les aides-soignantes du bloc de l'hôpital des enfants organisent un pique-nique pour demander de meilleures conditions de travail. Le groupe FH Construction présentait Rénovalis, une filière dédiée à la rénovation énergétique de bâtiments. Et enfin, nous reviendrons sur la performance d'Aurélien Roumagnac, jeune Toulousain médaillé d'argent au championnat du monde de roller. Et on commence tout de suite ce journal avec le collectif Yonanza qui s'est rassemblé ce mardi devant la préfecture. Souvenez-vous, en mars dernier, le corps de ce militant de l'ETA avait été retrouvé à la morgue de l'hôpital Purpan 10 mois après sa disparition. Pascal Nakache, président de la Ligue des droits de l'homme, section Toulouse, nous en dit un petit peu plus sur les raisons de ce rassemblement. Ce que nous attendons fondamentalement, c'est que la vérité soit faite dans cette affaire. Or, il se trouve que nombre d'éléments du dossier nous font penser que cette affaire a connu un traitement qui n'était pas ordinaire. Et c'est la raison pour laquelle la famille et le collectif Yonanza ont saisi Mme Michèle Alliot-Marie, garde des Sceaux, d'une demande de saisine de l'inspection générale des services judiciaires pour comprendre en particulier pourquoi le parquet de Bayonne, qui était saisi depuis le mois de mai 2009, n'a été informé de la présence du corps de Yonanza à la morgue de Toulouse qu'au mois d'avril 2010. À ce jour, la demande qui a été présentée à Michèle Alliot-Marie au mois de juin dernier, au mois de juin 2010, n'a toujours reçu aucune réponse, même pas un accusé de réception. C'est un élément supplémentaire de perplexité de notre côté. C'est la raison pour laquelle nous interpellons aujourd'hui l'État pour que celui-ci mette en œuvre tous les moyens pour que la lumière soit faite dans cette affaire. Je crois qu'on peut dire qu'on est au point zéro, puisque les interrogations majeures qui avaient conduit la famille à déposer plainte restent aujourd'hui totalement ouvertes, et les investigations qui ont été faites à ce jour, à notre sens, et dans la mesure où nous en avons connaissance, n'apportent strictement aucun élément tangible qui soit de nature à dissiper les inquiétudes, les interrogations qui émergent de cette affaire. Les aides-soignantes du bloc de l'hôpital des enfants organisaient ce mardi un pique-nique dans le hall de l'hôpital. Un personnel qui demande 40 postes de plus pour leur permettre d'assurer leur travail dans de bonnes conditions. Emmanuelle Gardin, puéricultrice, nous fait part de son désarroi. Notre quotidien devient de plus en plus dur à gérer sur les lieux du travail, mais également ces situations nous suivent à la maison. Nous ne sommes plus en mesure d'assurer de façon optimale et satisfaisante un travail en lequel nous croyons énormément, notamment dans la prise en compte des relations en famille, la prise en compte des soins d'extrême qualité que nous pouvons offrir à des enfants très grands, prématurés, et des enfants plus grands, que ce soit en réanimation néonatale ou que ce soit en néonatologie. Et de ce fait, nous repartons épuisés, insatisfaits, et cela dure dans le temps. Nous sommes une profession féminine. Et nous sommes une profession qui, dans l'histoire, s'est toujours mobilisée. Mobilisée pour notre travail, mais jamais mobilisée au vu et au su du grand public. Et je pense que si nous étions une profession peut-être plus masculine, on serait peut-être plus écoutés, plus entendus. Initialement, c'était des religieuses qui assumaient nos fonctions. Je vous parle bien sûr d'il y a de nombreuses décennies. Mais effectivement, nous ne l'ouvrons pas facilement. Mais quand nous l'ouvrons, c'est qu'en amont, il y a eu énormément de souffrance. Rénovalis, une filière d'FH Construction, a organisé aujourd'hui une conférence de presse dédiée à la rénovation énergétique de bâtiments. En Midi-Pyrénées et tout spécialement dans le secteur privé, un travail important reste à réaliser. En effet, de nombreux bâtiments anciens sont toujours énergivores. Xavier Millot, le directeur régional d'FH Construction, explique le concept de ghetto énergétique et la double sanction qui en résulte. Ceux qui n'auront pas les moyens de se payer ce bâtiment à faible consommation énergétique et ils vont dépenser 230 ou 280 kW au mètre carré. Et ça, je dirais que malheureusement, le ghetto va se faire, je dirais, par rapport au loyer. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, en 2011, le propriétaire a l'obligation d'afficher l'étiquette énergétique de son bâtiment. À l'évidence, il y aura ceux qui pourront se payer des logements qui seront faiblement consommateurs d'énergie et ceux qui n'auront pas les moyens de se payer ces logements et qui consommeront 280 kW au mètre carré. Donc c'est un véritable ghetto. Pourquoi? Parce que finalement, ceux qui n'auront pas les moyens de payer son loyer dans des bâtiments de bonne qualité énergétique seront doublement pénalisés. Ils auront du patrimoine ancien et en plus qui est très énergivore. Donc aujourd'hui, on s'oriente effectivement vers un ghetto entre le bâtiment neuf à 50 kW au mètre carré et les bâtiments anciens à 230-280 kW au mètre carré. Et ça, c'est une répercussion immédiate sur la facture du chauffage du locataire.
Et on passe tout de suite au sport et aujourd'hui il sera question de roller. En effet, ce week-end, le Toulousain Aurélien Roumaniac était en Colombie pour disputer les championnats du monde. Et après des titres de champion de France et d'Europe, le sociétaire de Pibrac a fini à la seconde place du 20 km à élimination chez les juniors. Il nous confie son sentiment suite à cette belle performance. J'ai travaillé dur pour y arriver, je suis arrivé cette année, j'ai réussi à avoir fait tous les titres, champion de France, champion d'Europe et champion du monde malheureusement. Mais oui, j'ai travaillé dur, là, je suis rentré à Bordeaux pendant un mois pour m'entraîner mieux, je veux dire. Donc oui, c'est un travail qui aboutit, quoi. Donc, le circuit était très mouillé, ça glissait beaucoup, les virages secs. Donc c'était dur dans le peloton, ça se bougeait partout, ça se bousculait de partout. Donc il a fallu faire sa place et y rester, quoi. Ça a été dur, mon coéquipier est tombé à demi-course donc j'étais tout seul. Ça a été dur mais bon, je suis arrivé, c'était mieux, quoi. On s'est retrouvé à 5, il y avait 2 Colombiens, un Américain, un Coréen et moi. Donc moi j'ai préféré la jouer de derrière, je suis resté 5e, attendant que ça se frite dans les virages pour que je puisse passer et en profiter. Donc ils ont de suite, les Colombiens ont de suite essayé de bousculer le Colombien qui était, je pense, le plus fort physiquement. Ce qui a marché puisqu'ils l'ont éjecté et il s'est retrouvé 4e. Donc les Colombiens sont fait disqualifier. Ils gagnent à l'arrivée, enfin non, ils gagnent pas, ils lèvent les bras à l'arrivée croyant gagner, mais il se fait déjà doubler par le Coréen. Et depuis il est disqualifié, donc il n'est plus du tout sur le podium et il se classe dernier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Alexandra Lemuel qui a participé au raid de l'Arbre Vert des Amazones.